Bonjour à tous, bienvenue dans Bogdanov.tv pour un second et bien sûr passionnant rendez-vous. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver, Grishka et moi, pour partager avec vous deux questions qui sont issues du fameux rapport dont on a tellement parlé ces derniers jours. Oui, rapport qui, comme vous le savez, porte sur nos travaux, mais derrière le travail, on sait qu'il y a autre chose. Il y a un livre, très important pour nous en tout cas, et peut-être aussi pour vous si vous l'avez lu, c'est Le visage de Dieu. Tout part d'un certain nombre d'idées que nous avons déployées dans le visage de Dieu, et en particulier, comme je l'ai dit il y a quelque temps, l'univers n'est pas né par hasard. C'est ce que nous avons dit dans le premier volet de Bogdanov.tv, notre première émission. Alors, en ce qui concerne ce rapport, première anomalie selon nous. Vous savez qu'il a été établi par le comité national du CNRS et en particulier à l'intérieur de ce comité par deux sections. La section 01, spécialisée en mathématiques, la section 02, spécialisée en physique théorique. Or, en 1945, lorsque ce fameux comité est créé, il a une mission qui est très précise. Il s'agit d'évaluer les travaux des chercheurs attachés au CNRS, par exemple pour évaluer la capacité de progression d'un chercheur d'une cellule vers une autre, d'un laboratoire vers un autre, d'un département vers un autre. Mais en plus de 50 ans, il n'a jamais été question d'évaluer des thèses. C'est la première fois qu'une thèse se trouve évaluée par le comité national. Pourquoi? Qui en a décidé ainsi? Et pourquoi Grishka et moi bénéficierions-nous, entre guillemets, d'une sorte de traitement de défaveur, comme si nous étions tout à coup soumis à une sorte d'évaluation d'exception? Il y a quelque chose de profondément anormal qui nous a choqués et sur lequel nous reviendrons. Alors nous y reviendrons bien sûr en disant que nous sommes heureux d'être dans l'exception, mais quand même pas tout à fait. Il faut comprendre que le CNRS n'a pas vocation, une fois de plus, allez, redisons-le tout de même, n'a pas vocation d'évaluer, de discuter une thèse de doctorat. Je vais simplement le dire, une thèse de doctorat, c'est décider du point de vue du contenu, de la valeur, de la soutenance, etc. Enfin, l'ensemble des décisions qui sont afférentes à une thèse de doctorat repose sur le jury. Et le jury est souverain. Aucune entité, fût-ce le CNRS, ne peut remettre en cause donc une décision d'un jury. Alors bien entendu, Igor et moi, nous sommes surpris, comme on peut et comme on doit l'être, quand le droit qui s'applique à tous, eh bien, ne s'applique plus à nous. Alors, on se dit, il y a peut-être quelque chose là à discuter plus dans le détail. Et je vais revenir maintenant, en dehors de l'aspect juridique, à un aspect contenu. Nous l'avons dit dans la première émission de Bogdanov.tv, vous allez voir, vous allez devenir des fidèles, j'espère, de cette chaîne. Nous avons dit qu'il s'agit pour nous de regarder le contenu des rapports. J'ai ici entre les mains l'appendice numéro 1, qui porte sur ma thèse de doctorat. 27 lignes, et je ne voudrais pas être désobligeant vis-à-vis du rapporteur, je respecte tout à fait son travail, mais malgré tout, je constate qu'il y a 9 erreurs. C'est le jeu des 9 erreurs, on va les chercher ensemble, et malheureusement, on les trouve très facilement. Ça fait quand même 3 erreurs par groupe, effectivement, de tiers du rapport. Donc ça fait à peu près une erreur toutes les 3 lignes, c'est beaucoup. Et nous allons en mettre une en évidence qui vous préoccupe, vous les mathématiciens, ceux qui sont effectivement amenés à regarder un petit peu dans le détail ce que j'ai fait dans ma thèse. Eh bien, il y a une erreur qui est pointée, qui est désignée, et sur laquelle je voudrais apporter un éclaircissement. Enfin, en tout cas, c'est mon devoir de vous éclairer. L'erreur, c'est celle-ci, qui m'est rapprochée donc par le rapporteur. Je lis, entre autres perles, entre guillemets, c'est la manière dont on désigne ce que j'ai fait, SO2 n'a pas de représentation matricielle. Alors attention, SO2, c'est un groupe de symétrie, qu'on appelle un groupe de Lie, groupe de symétrie orthogonale, S pour symétrie, O pour orthogonale, et puis il y a les dimensions, effectivement, de l'espace sur lequel on agit, 2,2. Alors, bien entendu, les mathématiciens qui nous regardent, ceux notamment de mathématiques.net qui suivent ce débat, eh bien, ils savent évidemment que SO2 n'a pas de représentation matricielle. Bien entendu, si j'avais écrit ça dans la thèse, je serais coupable. Je serais coupable d'une grosse erreur. Je ne revendique pas l'innocence totale, non. Dans la thèse, il est écrit
non pas celle qui est définitive, qui a été expurgée de toutes les erreurs, mais celle qui est sur le serveur du CNRS, qui correspond non pas à la page 17, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, c'est pas la page 17 qui est visée, c'est la page 3, donc effectivement le rapporteur aurait dû nous rapporter à la bonne page, bon, il a fait son travail d'une manière un petit peu rapide, nous sommes à la page 3 et non pas, comme il le dit, comme il l'indique, à la page 17. Mais à la page 3, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, l'on voit une note qui écrit SO2 n'a pas de représentation matricielle. Or, c'est évidemment une coquille matérielle tout à fait simple qui a été corrigée depuis très longtemps, depuis fin 2002, dans les documents de thèse qui circulent et qui sont publiés depuis très longtemps. Ça a été corrigé. Le serveur du CNRS n'a pas encore reflété, parce que c'est notre faute, n'a pas reflété cette petite correction. Mais un rapporteur scrupuleux aurait tout de suite vu qu'il s'agit d'un simple glissement typographique et de rien d'autre, un mot qui a été escamoté. Il s'agissait de dire effectivement quoi? Eh bien, ceci, le revêtement universel, j'insiste sur le mot parce que il faut que vous l'assimiliez, le revêtement universel de SO2 n'a pas de représentation matricielle. Or, une ligne plus bas, il y a une remarque en italique, et c'est ça qu'il faut lire, bien entendu. Quand on critique une thèse, quand on regarde même une thèse sans vouloir la critiquer nécessairement, eh bien, on se reporte, non pas aux petites notes qui sont au passage des choses qui sont faites pour fixer juste la progression, mais on se reporte au contenu mathématique. Et le contenu mathématique, il est dans la remarque 1.1.6. Alors, cette remarque, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle nous dit ceci, c'est facile à dire, le revêtement universel de SO2 n'admet pas de représentation matricielle. Pourquoi? Parce qu'il est d'ordre infini. D'ordre infini, donc, en quelque sorte, il éclate, il explose, si on peut dire, la représentation matricielle. Alors, tout ça, évidemment, ça peut paraître compliqué, et on peut se dire, ah oui, mais il y a un petit ballottage entre une note qui dit ça et puis non. Pas du tout, parce que c'est dit de manière extrêmement explicite, juste à la page suivante, pour ceux qui auraient encore un doute, eh bien je dis exactement la même chose, je dis le revêtement universel SL2R tilde, c'est comme ça que ça s'écrit, c'est un petit symbole, il faut que, évidemment, vous fassiez un tout petit peu de mathématiques pour voir de quoi il s'agit, mais enfin en tout cas c'est ça, SL2R tilde, croix, SL2R tilde, et je le dis, d'ordre infini n'admet pas de représentation matricielle. C'est écrit de nouveau, et c'est bien entendu le revêtement des SO2. Donc nous sommes avec deux objets différents, très différents. Et le rapporteur aurait dû faire la différence lui-même. Il n'était pas question de laisser effectivement dans l'ambiguïté quelque chose, alors que bien entendu, même s'il y avait une coquille typographique qui a été, encore une fois, je le répète, qui a été corrigé depuis, même si cette coquille était là, quelque part, comme il en subsiste beaucoup dans des thèses de doctorat, parce que mot à mot, il y a parfois des choses qui s'en vont, des choses qui ne sont pas très importantes, en fait, le sens est rétabli, le sens est là, le sens est absolument sans ambiguïté. Et il est clair que, sans ambiguïté, je dis que le revêtement universel d'SO2 n'admet pas de représentation matricielle, ce qui équivaut à dire, si vous voulez, que SO2 n'a pas de représentation projective, bien entendu. J'aurais pu dire d'ailleurs dans la note, n'a pas de représentation projective, à la place de pas de représentation matricielle pour SO2. Alors, vous voyez que le jeu est ouvert, mais en tout cas, il débouche sur quelque chose qui est clair, c'est que, encore une fois, sans manquer de respect à celui qui a fait ce rapport, que je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas s'il a vraiment des qualifications mathématiques pour entrer à fond dans ce qu'on appelle la théorie des groupes, et en particulier, d'ailleurs, je dirais une prochaine fois la théorie des groupes quantiques, là, j'ai un petit doute. Mais pour ce qui concerne effectivement la théorie des groupes classiques, eh bien, il aurait dû lire les choses jusqu'au bout et, de bonne foi, constater que ce que je disais, ce que je dis, ce que j'écris, ce qui est d'ailleurs vérifiable sur le serveur, justement, du CNRS, où ma thèse est en ligne, j'écris sur ce serveur, vous pouvez vous y reporter, reportez-vous à la thèse, fluctuation quantique de la signature de la métrique à l'échelle de Planck, et vous verrez exactement ce que je viens de vous dire. Vous y verrez écrit depuis juillet 2002 que le revêtement universel d'SO2, qui est SL2R tilde, croix SL2R tilde, n'a pas de représentation matricielle. Voilà. J'espère vous avoir éclairé, et j'espère que pour l'épisode suivant, nous serons aussi passionnants, en tout cas pour les mathématiciens, mais même pour les autres. C'est intéressant d'apprendre des choses nouvelles en mathématiques. Vous verrez, vous découvrirez un paysage qui est un peu mystérieux, mais qui est riche, foisonnant,
et merveilleux. C'est un paysage inconnu qui va vous fasciner, nous en sommes certains. Grishka et moi, nous avons été fascinés pendant des années. C'est pour ça que nous avons fait des mathématiques. C'est pour ça que nous avons plongé, comme nous le disons souvent, au fond de la mine pour y trouver des diamants mathématiques, des diamants de la géométrie, issus de la théorie Camès, issus de la théorie topologique des champs, issus des algèbres d'opérateurs. Tous ces trésors de la connaissance, évidemment, nous souhaitons les partager avec vous. C'est pour cela que nous écrivons des livres. C'est pour cela que nous avons écrit en particulier donc Le visage de Dieu. Il a connu tellement de succès qu'il a peut-être attiré une sorte de jalousie ou d'envie, au sens de Mélanie Klein du terme, qui a été à l'origine de cette affaire. Mais enfin, tout cela doit être dépassé. Nous vous donnons donc rendez-vous très très vite pour aller un peu plus loin dans les anomalies de ce fameux rapport qui, je l'espère, saura d'une manière ou d'une autre nous conduire vers la vérité. À très bientôt.